J'ai un peu le sentiment de poisson rouge dans un bocal, vous voyez, qui tourne, et il tourne, et il tourne. Ils n'ont pas la clé, en fait, pour répondre. Parce que moi, dans mon système, j'ai apporté une créativité. Bonjour, donc merci de m'accueillir pour cet entretien. Je m'appelle donc Éric Vuittier. Je suis quelqu'un qui a une longue expérience professionnelle dans le domaine notamment des ressources humaines et des rémunérations en entreprise, et ainsi que de la protection sociale. Donc je suis quelqu'un qui a une formation, des compétences qui m'ont permis finalement de pouvoir écrire le premier livre que j'ai commis sur le revenu universel, mais bien entendu, n'ayant pas la science infuse, j'ai dû, pour ce faire, bien entendu, lire tout ce qui avait pu être écrit sur ce sujet. Et il y a de la littérature, je peux vous le dire. Et deuxièmement, j'ai fait énormément de recherches sur Internet pour en fait valider mes hypothèses de façon à essayer de proposer donc une formule de revenu universel qui soit totalement différente de ce qui a pu être effectivement proposé et qui répond, je dirais, aux enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. J'ai un premier livre qui est sorti en septembre de l'année dernière, qui s'appelle « Manuel pratique du revenu universel », et avec un sous-titre qui est important, auquel je tiens, qui est « Vous avez tous à y gagner ». Et il y en a un deuxième qui vient de sortir, enfin qui va sortir au mois de février prochain. La différence entre les deux livres, elle est très simple. Le premier est un essai, au sens classique du terme, dans lequel j'ai développé une philosophie du revenu universel, sur lequel je pourrais m'expliquer un petit peu plus loin, mais en même temps, j'ai essayé de faire quelque chose de très pédagogique pour que des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose puissent effectivement comprendre ce que j'ai voulu dire, parce que c'est vrai qu'il y a des aspects chiffrés et des aspects un peu techniques qu'il s'agit de comprendre. Le second n'est pas un essai, c'est en fait une politique fiction dans laquelle je me suis amusé, parce que quand j'écris, c'est pas pour me torturer, c'est aussi pour m'amuser, et dans lequel effectivement j'ai essayé de faire des conversations ou des dialogues avec divers types de personnalités. J'ai fait ça avec des hommes politiques, ou des femmes politiques de tous bords, avec des syndicalistes, avec des membres du gouvernement, et j'ai même terminé mon livre avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, donc je ne recule devant rien. Voilà. Bien entendu, je ne leur ai pas demandé l'autorisation de faire ces interviews, puisqu'ils sont fictifs. En revanche, ce que je leur fais dire, et ni plus ni moins ce qu'ils ont effectivement dit publiquement ou dans les médias, et ils me servent ensuite de faire valoir, en émettant des objections par rapport à ce que j'aimais comme idée. Et moi, mon idée, c'est à partir de là de répondre et d'apporter effectivement la démonstration que ce que je propose tient la route. Le revenu universel a déjà été annoncé, notamment dans la campagne présidentielle de 2017 par Benoît Hamon, et que dans la proposition qu'il a faite, beaucoup de gens ont refusé l'idée même du revenu universel, dans la mesure où c'est en fait une couverture supplémentaire qui est proposée et qui doit être financée par des impôts de plus. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que beaucoup de Français n'acceptent pas. On n'accepte pas de payer plus d'impôts, c'est bien évident. Il y a une deuxième approche qui a été faite par une autre organisation développée par Gaspard Koenig, qui est un philosophe, qui lui a souhaité en fait proposer non pas un revenu universel, mais un revenu de base qui va regrouper les différentes aides et qui sera offert à tous les Français, puisque l'idée, c'est au bout du compte de faire de la simplification administrative. Moi, mon idée n'était pas du tout celle-là. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, parce que je ratissais beaucoup plus large dans mon affaire, c'était d'être extrêmement simple et de faire découvrir aux gens, surtout, un certain nombre de choses qu'ils ne connaissent pas forcément. J'ai pu le faire parce que ça a été le fond de mon métier pendant beaucoup d'années, et j'ai travaillé énormément pour faire ce livre. J'ai passé des centaines d'heures sur Internet pour vérifier mes chiffres, etc. Mais j'ai voulu faire vraiment quelque chose qui était vraiment compréhensible par les gens. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que quand j'ai écrit ce livre, et le second d'ailleurs, l'idée c'était de dire, voilà,
Moi, j'en ai un peu assez depuis 50 ans que j'entends toujours les mêmes choses. Les problèmes de rémunération, les problèmes de mal-vivre, les étudiants qui vont aller manger au resto du cœur pour pouvoir terminer leur fin de mois, les entreprises qui se plaignent que leur masse salariale leur coûte trop cher. Donc toutes ces histoires-là, j'en avais un peu assez et j'ai cherché effectivement, au travers du revenu universel, de trouver une formule, une solution qui nous permette effectivement de régler ces questions d'une manière aussi possible et réaliste. Et c'est, je pense, ce à quoi je suis arrivé. En tout cas, seuls les lecteurs pourront le dire, et les hommes politiques. Mais ça vient aussi un peu de la droite, puisque par exemple j'ai entendu les LR qui ont annoncé une idée de ce même type, mais sans aller en fait jusqu'au bout du raisonnement, toujours avec simplement l'idée de la simplification administrative. Mon ambition dans ce deuxième livre, c'est de faire en sorte que les Français de tous bords, quelle que soit leur vision doctrinaire ou pas, quelle que soit leur compréhension du sujet, puissent y trouver matière à dire « Ah, finalement, ça me concerne et ça répond effectivement à des problèmes que j'ai ». Et c'est vraiment ce à quoi je me suis attaché. C'est pour ça que dans mon livre, je suis allé dans mes interviews de Mathilde Panot de la France Insoumise à Marine Le Pen du Rassemblement National. Parce que je pense pouvoir apporter à cette palette de sensibilité et de perception des réponses qui pourraient faire en sorte qu'au bout du compte, on se rassemble. J'aimerais dire une dernière chose sur cette notion de rassemblement, c'est que je crois qu'on vit aujourd'hui dans notre bon pays, mais aussi en Europe, des moments qui sont des moments dramatiques, avec la guerre en Ukraine, avec plein de choses qui sont extrêmement difficiles, l'inflation, le coût de l'énergie, la difficulté peut-être d'avoir de l'électricité au mois de janvier prochain. Et bien je dis que si on veut vraiment affronter ces sujets-là, eh bien, il vaut mieux être unis que désunis. Il vaut mieux être rassemblés vers un projet commun qui, finalement, peut apporter, et c'est ça mon objectif, un vrai avenir, un vrai futur sur lequel on puisse compter et ne plus entendre les Français dire « Je suis sûr que mes enfants vont vivre plus mal que moi ». Je ne vous cacherai pas qu'en fait, c'est une affaire qu'on ne peut pas lancer comme ça, au doigt levé, et qui se met en place du jour au lendemain. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans la nouvelle mandature d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de sujets qui sont en train d'être mis en place, ou qui vont être mis en place, et qui finalement sont déjà des premiers ingrédients qui me permettent d'avancer dans mon idée. Je vous donne juste, par exemple, un exemple. Emmanuel Macron, par exemple, a annoncé que le minimum retraite devrait être à 1 100 € ou 1 200 € dans sa mandature. Très bien, mais moi, mon idée, c'est que le revenu universel que je propose à ce montant-là puisse finalement devenir le système de retraite de base. Puisque, juste pour vous donner un chiffre, et je ne vais pas rentrer non plus dans trop de chiffres, mais la retraite de base du Français en moyenne aujourd'hui, c'est même pas 800 €. C'est même pas 800 €. Donc si on apporte avec un revenu universel 1 100 €, non seulement avec la retraite de premier niveau, on n'a plus à faire les reconstitutions de carrière, la valorisation, tout un truc administratif absolument dingue. Tout le monde sait au départ, ça sera 1100 et il n'y a plus de questions à se poser. Alors il faut du temps pour ça, bien entendu. Parce qu'en fait, je crois que tous nos hommes politiques sont enfermés dans un système dans lequel on vit depuis 50 ans et qui est toujours le même. Je prends cette image peut-être un peu triviale, mais quand j'entends les discours de différents hommes politiques de différents bords sur ces sujets et qui font des propositions pour essayer d'améliorer les choses, j'ai un peu le sentiment de poisson rouge dans un bocal, vous voyez, qui tourne et il tourne et il tourne. Ils n'ont pas la clé, en fait, pour répondre. Parce que moi, dans mon système, j'ai apporté une créativité. Dans mon premier livre, je donne un exemple qui est l'exemple de ce qu'on appelle les 9 points, qu'il s'agit de relier, ils sont en carré, il s'agit de les relier ensemble avec 4 traits sans lever la main. C'est impossible à faire, sauf qu'on peut le faire si on sort du cadre. Moi, je suis sorti du cadre avec mon livre, c'est ma métaphore. Et donc,
quand on sort d'un cadre de quelque chose, on n'est plus enfermé avec les systèmes et les doctrines, on peut regarder les choses d'une manière totalement différente, et c'est ça, je pense, l'innovation de mon système. Sans impôts supplémentaires. Si vous vous rappelez peut-être, au moment où il y a eu en Italie Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles qui se sont placés, ils avaient prévu un revenu universel. Et l'Europe a été arc-boutée contre et a menacé de ne pas accepter le budget de l'Italie pour cette raison-là. Je crains que, à partir du moment où un président de la République ou un Premier ministre annoncerait la même idée en France, l'Europe n'ait que la même réaction. C'est-à-dire, ce qu'on a dit à un moment donné à l'Italie, on va le dire à la France. Sauf que, là, dans mon cas, les choses ne sont plus du tout les mêmes, parce que ce que l'Italie proposait, c'était un peu du Benoît Hamon, d'une certaine manière. Moi, c'est tout à fait autre chose. Et on peut développer à ce moment-là un certain nombre d'arguments pour dire, mais écoutez, avec ce que je vous propose, la France va pouvoir avoir des budgets plus équilibrés comme vous nous le demandez, la France va pouvoir commencer à rembourser sa dette, etc., etc. Parce que mon système amène finalement des marges de manœuvre qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Juste pour vous donner un autre chiffre, je ne veux pas non plus en donner de trop, mais dans mon deuxième livre, avec la mise en place de mon système, c'est au minimum chaque année 146 milliards d'euros qui sont disponibles pour faire des choses, pour lutter sur l'écologie, pour réarmer la France, parce qu'aujourd'hui, on a plus qu'il faut pour pouvoir faire une guerre de haute intensité, pour effectivement redonner à l'hôpital des ressources et des moyens suffisants, etc., etc. 146 milliards chaque année, pas une fois, chaque année. Donc vous comprenez que, à mon avis, les enjeux, si on annonce ça, l'Europe pourrait effectivement dire oui, ça peut être effectivement intéressant. Maintenant qu'ils aillent faire la même chose, je donnerai juste un exemple. L'Allemagne est en train de faire depuis, je crois, 1 an, une expérience sur un revenu universel à 1 000 €, si ma mémoire est bonne, pour une centaine de personnes. Mais on n'en est qu'au niveau de l'expérience. Et ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, ils décideront de faire ce genre de choses. Maintenant, peut-être que la France, à ce moment-là, pourra être novatrice et à ce moment-là, se représenter au niveau international comme un pays qui peut apporter des choses nouvelles. L'argent qui va être effectivement servir au financement du revenu universel, il va tout simplement venir pour la majeure partie, je vais dire 90%, du financement fait par les entreprises ou les employeurs d'une manière générale, qu'ils soient privés, individuels ou des employeurs de l'État. De l'État. Pourquoi ? Parce que l'idée est assez simple. Et ça, personne n'y avait jamais pensé auparavant. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez 1 100 € de revenu universel, vous êtes salarié. Vous êtes bien d'accord sur le fait que je ne vais pas vous ajouter ces 1 100 € à votre salaire, parce que ça serait déraisonnable par rapport à d'autres personnes. Donc ce que je vais plutôt proposer, c'est ce que j'écris dans mon livre, je vais vous les retirer. Mais je vais vous les reverser par ailleurs. Donc, si vous touchez, par exemple, 2 000 €, je vous retire 1 100, il vous en reste plus que 900, mais je vous en verse par ailleurs 1 100. Donc, vous êtes bien d'accord que ça revient exactement au même. Sauf que pour l'entreprise, ça change tout. Parce que l'entreprise, elle va avoir son salaire, le salaire net de ses salariés, baissé de 1 100 €. Et si on y ajoute les cotisations sociales, salariales, patronale, ça veut dire que l'entreprise va économiser, grosso modo, selon les situations d'emploi, entre les gens au SMIC et les cadres, entre 1 600 et 2 200 € par mois et par personne. Vous comprenez qu'on ne peut pas donner cet argent aux entreprises, et donc à ce moment-là, je dis, vous allez financer le revenu universel, non pas uniquement à la valeur des 1100, mais pas non plus à la valeur de tout le gain que vous avez, mais sur une valeur intermédiaire. Et donc, quand je calcule cette valeur intermédiaire, je peux aussi financer des gens qui aujourd'hui ne touchent rien. Par exemple, dans mon système,
Vous prenez les mères au foyer qui élèvent un enfant ou 2 enfants, elles toucheraient un revenu universel. L'agricultrice qui ne peut pas être payée par son mari parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent toucherait un revenu universel. L'étudiant qui aujourd'hui reçoit des bourses toucherait ce revenu universel. Donc il faut bien que tout ça, ça soit financé. Et le reste du financement, c'est tout simplement parce que l'État ne verserait plus certaines prestations qui n'auraient plus à exister. Donc du coup, cette somme-là viendrait servir au financement du revenu universel. Et toujours pas d'impôt. Pourquoi est-ce qu'on voudrait donner de l'argent à tout le monde? En fait, on ne donne pas de l'argent à tout le monde. On remplace pour certains des aides qu'ils ont, donc c'est simplement un remplacement. Pour d'autres, j'ai parlé des mères de famille, ça me semble légitime qu'on reconnaisse ce qu'elles font. Et donc, du coup, effectivement, là, on leur donne quelque chose. Pour les salariés, on ne leur donne rien, puisque c'est eux qui se le financent par baisse de leur salaire. Donc voilà, le système, il est complet. Dernière petite chose qu'il me semblait utile de vous montrer, puisque vous ne l'aviez pas vu, c'est qu'hier, je participais à une cérémonie à l'Assemblée nationale qui m'a valu une remise de médaille donc de l'Assemblée nationale, pour mes écrits. Alors, la médaille, eh bien, la voici. Et donc, je suis bien sûr extrêmement touché de la reconnaissance qui m'est faite de cela, mais pour moi, un premier pas vers l'idée que ça doit aller beaucoup plus loin et que ça se mette effectivement en place.